Disons-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. Nous sommes là avec Monsieur Djily Diarra. Comment vas-tu, mon ami? Ça va et toi? Ça se passe? Ça va, merci. Tranquille. Bonjour à tous. On est devant le centre culturel Sidney Bechet. Et en face de nous, il y a un public particulier, c'est la police. Vous ne le voyez pas, mais ils sont là. Ils nous regardent. Monsieur Djily Diarra, Yes. on va un petit peu revenir sur ton CV. Vraiment, Plaisir. assez rapide. Donc, tu as été formé à la FEMIS par reporter citoyen aussi, Oui, en termes de journalisme. Tu parles Bambara Malinké, Djoula Manding, tu es boxeur thaïlandais, bon niveau boxeur en anglais. malien, mais je pratique la boxe Ouais, thaï, anglais ou même malien, tu vois, les deux, quoi, tu vois, la boxe malienne, tu vois ce que je veux dire. multi. À un moment donné, tu rappais, les gens ne le savent pas, mais tu rappais en anglais. Ouh, ça donne. Aïe aïe aïe. Et maintenant dans le cinéma, voilà, tu as publié quelques films, Ghetto Child, Dieu merci, The Young Karl Marx, KO tout récemment, Yes, en télévision, Julie Lescaut, yes. au théâtre, Haute Surveillance, ton dernier court-métrage, c'était Natou pour elle. Tu as aussi des réalisations telles que Utopia, quelques sélections, lauréat des bourses de la Fondation France Télévisions, sélection Festival Paris Court devant 2014, Festival Entre deux claps 2014, Festival des 24 cours 2015, Yes. Natou pour elle que tu as produit par la FEMIS, sélection Festival Ciné Banlieue, Ouais. sélection Festival Paris Court devant, Mm. et voilà. Donc c'est un sacré parcours, monsieur. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et comme je disais, tu es un ancien élève de la FEMIS. Et le film même a été salué par la RTBF et TV5 qui ont choisi de le diffuser. Exactement. Parle un peu du film, du gros film dans lequel tu as participé, KO. KO. En fait, c'est un film du réalisateur Fabrice Gaubert, qui est l'auteur de la série française quasi culte, maintenant Les Revenants, qui a eu un certain succès en outre-Atlantique. Donc il a réalisé son deuxième long métrage qui se nomme KO. Il avait fait Simon Werner a disparu en 2010, qui a été bien accueilli au Festival de Cannes, je crois dans la catégorie Un certain regard. Et là, il recherchait une personne pour le rôle de Maya Sissoko, le poulain de Laurent Lafitte. Enfin, Antoine Lecomte joué par Laurent Lafitte, l'acteur Laurent Lafitte de la Comédie Française. Donc j'ai passé le casting et Dieu merci, j'ai été pris. Voilà. Et dans ce film, Laurent Lafitte, si je ne me trompe pas, joue le rôle d'un patron de chaîne de télévision. Exactement, ouais. Et Le mal alpha. Toi, Le mal alpha. tu es son poulain, Ouais. un boxeur qui mise Pas pour que, faire, pas pour que. faire grimper à l'audimat. Exactement, ouais. Et en plus, tu es aussi boxeur dans la vraie vie, donc Un peu, ouais. tu as eu des facilités, quoi. Exactement, c'est Pour- vrai pour que le rôle. pour le casting, en tout cas, ce qui demandait, mis à part d'apprendre les textes qu'ils nous envoyaient pour tout casting normal, il fallait savoir boxer un peu, avoir des attitudes de boxeur. Et moi, j'ai la chance de pratiquer la boxe thaïlandaise depuis 4 ans et demi maintenant. Et dans ces cours de boxe thaïlandaise, on nous donne aussi les bases de boxe anglaise. Et dans le film, ce qu'il voulait, Fabrice, c'était que le haut, c'est-à-dire la boxe anglaise. Donc j'ai pas eu du mal à boxer, justement, avec les textes que je devais apprendre en amont pour le casting, quoi. Et toi, tu es issu des grilles, Yes. issu des quartiers, comme on dit. Mm. Comment tu t'es retrouvé dans ce film? C'est quoi? Une connexion? Quelqu'un que tu connais qui connaît quelqu'un qui t'a... C'est comment? Alors au début, parce que c'est une amie qui m'a envoyé le casting, quand elle m'a envoyé le casting et j'ai lu la demande, je me suis dit bon, c'est pas pour moi, je sors de nulle part, j'ai pas de réseau, je suis le fils de personne. Quand je dis je suis le fils de personne, je me comprends, je suis le fils de mes parents et fier de l'être, tu vois. Mais en tout cas dans ce domaine, je suis un néophyte, tu vois. Donc très vite je me suis dit non, c'est pas pour moi. Après, encore une fois, très vite est venue cette résolution, je me suis dit vas-y, je vais y aller, advienne que pourra. Donc j'ai passé le casting, j'ai été pris. Et au début, je ne réalisais pas, mais quand je suis arrivé sur le tournage, même avant qu'il y avait les répétitions, mais surtout quand il y avait le tournage, que je côtoyais Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmaille, voilà, des gens déjà bien établis dans le milieu du cinéma, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi. Pendant un long moment, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et après, très vite, encore une fois, je me suis dit, bon, j'ai pas à baisser de régime, j'ai pas à les retarder. Je vais leur montrer ce que j'ai dans le ventre et puis advienne que Et pourra, en quoi. tant que rare noir issu des quartiers dans le milieu du cinéma, tu t'es senti comment? Au milieu de tout. Moi j'étais très fier, vraiment très fier. Pourquoi? Parce que là le rôle proposé ça va au-delà des rôles qu'on m'a proposé de base et des rôles qu'on propose de base déjà à une certaine minorité dont j'appartiens, c'est-à-dire les jeunes noirs de banlieue, c'est-à-dire des rôles je vois un blanc, je saute dessus, ou je vends mon shit, ou voilà, tout ce qui est lié à la délinquance, etc. Là ça allait au-delà de ça, vraiment c'était, non seulement j'étais on va dire le poulain de Laurent Lafitte,
Mais dans le film, si tu regardes bien, tu as vraiment l'impression que je suis son alter ego en fait. C'est-à-dire un personnage que Antoine Lecomte dans le film aurait peut-être voulu être en fait. Donc ça va au-delà des rôles qu'on nous propose de base et j'étais très fier d'être l'un des premiers à bénéficier de ça dans l'année 2017. Et ça a un peu fait pareil pour The Young Karma avec Raoul Peck. Voilà, moi, le cinéma, je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire que voilà, la comédie, on peut pour un court temps être un balayeur, être un docteur, être un avocat, être même un voyou. Mais à un moment donné, je tape du poing sur la table quand c'est tout le temps le même type de rôle proposé et que c'est néfaste après pour l'image des minorités concernées, quoi. Donc là, ça va au-delà de ça. Il a scruté ce que j'avais au plus profond de moi et voilà, je suis très très fier. J'étais très très fier. Pour finir avec KO, quelle leçon t'en as tiré et est-ce que tu as pu créer un petit peu du lien avec Laurent Lafitte ou des professionnels du cinéma pendant le tournage? Donc ce que j'en ai tiré, c'est que je me suis dit, bon, je suis pas si nul que ça en fait. Enfin, ça a boosté ma confiance et je me suis dit que je vais pas baisser le régime, je vais continuer J'avais déjà une attitude de chasseur. Là, c'est chasseur ultra plus. Là, maintenant, je vais continuer de travailler, me remettre tout le temps en question, rester sur une bonne éthique de travail et tout ce qui va avec, et continuer, quoi. Et pour ce qui est des liens, des relations avec les acteurs, je suis toujours en relation avec Laurent Lafitte, on s'entend bien, Pio Marmaille pareil, mais c'est surtout avec Fabrice Gobert qui me porte vraiment en estime. Et moi pareil, donc voilà, c'était une très très belle expérience, vraiment, très très belle expérience. Alors, on sait qu'en 2016, on a tout pour elle. Yes. Maintenant, par rapport à ton nouveau court-métrage, tu as demandé un petit peu de ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est ça? Exactement. Tu as demandé du financement participatif. Ouais. Donc tu as pu récolter 4 000 €. Yes. Ton nouveau film, Malgré eux, le tournage a eu lieu il n'y a pas si longtemps, qui traite de la relation entre les jeunes de cité et la police. Exactement. Voilà, pour refaire un petit peu un focus dessus. Bah, tu racontes l'histoire d'un tir de flashball qui atteint une habitante d'un quartier de banlieue et montre comment les jeunes vont réagir. Exactement, surtout la bande d'amis du fils de la dame en fait, même si c'est pas lui le personnage principal, mais en tout cas on suit les trois et comment ils sont en train de survivre dans cette situation très compliquée. Voilà. Parlons un peu du système D, des gens de cité, en l'occurrence système D à la Grignoise. Yes. Parce qu'on sait que on baigne dedans depuis la naissance au moins, tu vois. Parce qu'on sait que dans La Tout pour elle, tu as connu entre autres des désistements, que ce soit en termes de régie et d'acteurs. Exactement. Tu as su rebondir. D'où le fait qu'à un moment donné, Bloc Pop Music intervienne et que voilà, tu le sollicites. Chose que peu savent par rapport à ton nouveau court-métrage, c'est que carrément à un moment donné, tu as été lâché par la production. Exactement. Est-ce qu'on peut se le dire ici? Oui, complètement. J'ai été lâché 5 jours avant le tournage par le producteur avec qui j'étais affilié sur On a tout pour elle, pour, on va dire, des divergences d'opinion. Donc vraiment j'étais abattu, j'étais triste parce que voilà, j'avais fait la promesse à beaucoup de personnes d'aller jusqu'au bout de ce projet. Quelques jours avant, j'avais fait une intervention à Villeneuve-Saint-Georges auprès d'une association qui s'occupe d'orphelins. Voilà, je leur avais promis non seulement ils ont boosté ma détermination et je leur avais promis d'aller jusqu'au bout. Et quand j'ai appris cette nouvelle que finalement le producteur que j'avais, les producteurs, parce que 4 mois avant c'était une autre productrice d'une autre boîte, j'ai pas envie de leur faire de pub, mais une autre boîte qui m'a lâché et puis lui par la suite. Donc moi j'étais abattu, j'étais triste et puis après je me suis dit écoute, quitte à le faire sans argent, quitte à le faire en mode système D. Voilà, nous c'est ce qu'on est, hein, c'est ce qu'on connaît, c'est nos techniques de survie, on a baigné là-dedans depuis, donc c'est pas grave, je vais le faire. Mais j'ai eu la chance de pouvoir intéresser une productrice que je connaissais depuis quelques années, qui a cru au projet, même s'il n'a pas pris naissance avec elle, voilà, qui a cru au projet, qui m'a fait confiance et puis elle a mis l'argent sur la table et on a pu réaliser ce court-métrage. Voilà. Je reconnais avoir un doctorat en débrouillardise. Système D grignois. Ouais, comme beaucoup de personnes à Grigny, vraiment nous, c'est la débrouillardise. À un moment donné, on ne peut pas rester là, smartphone, j'ai pas de réseau, je suis pas né dans le bon endroit. À un moment donné, voilà, faut mettre tout ça de côté et se dire, vas-y, moi aussi, mon message il mérite d'être écouté. Moi aussi, je peux avoir la possibilité et le droit de réaliser mes rêves, en tout cas d'essayer de les réaliser. Donc à un moment donné, le premier instigateur, c'est toi, tu vois. Donc voilà, comme beaucoup de personnes ici, oui, on est très débrouillards, vraiment. Parlons encore de Malgré eux. Je te cite, ce film n'est pas un documentaire mais une fiction inspirée de faits réels
tels que tu as pu les vivre à la grande bande. Exact, ouais. Avec la persévérance et la visibilité de la famille Traoré l'année dernière, on va dire que l'année dernière était, enfin même cette année, était sous le signe un peu des violences policières. Ouais. Toi, enfant de Grigny, qui connaît les rapports difficiles avec la police, au vu de ton vécu, est-ce qu'on peut considérer que tu es de ceux qui sont les plus légitimes pour traiter ce sujet sensible? Ah, carrément, franchement, encore une fois, la police, moi je connais cette institution, ce groupe, depuis on va dire mes 10-11 ans. Je connais la plupart de leurs facettes quand ils sont en mode clémence, quand ils sont en mode colère, quand ils sont en mode respect, quand ils sont en mode compassion, mais surtout quand ils sont en mode répression. Et ça depuis X années. Qui d'autre à part moi peut parler des relations complexes entre des jeunes de banlieue, dont je fais partie, et la police? C'est pas des réalisateurs qui viennent, qui sont de l'extérieur de la cité, qui peuvent, après 1 ou 2 semaines de recherche, faire pondre quelque chose là-dessus qui serait réaliste. Donc pour moi, je suis l'un des plus légitimes à raconter ce genre d'histoire. Il n'y a pas de fantasme, c'est pas un fantasme, c'est juste un constat que j'ai fait. Il est celui-ci, et par la suite, ce que j'aimerais, après le visionnage de ce film, c'est qu'on se pose et qu'on essaie de voir quelles sont les solutions. Pourquoi avec la police c'est aussi tendu? Pourquoi tous ces nombreux morts? Pourquoi à chaque fois quand la police est responsable d'une mort, moi j'appelle ça les crimes policiers. Pourquoi à chaque fois quand il y a des crimes policiers, les agents concernés sont mutés autre part, où l'histoire tombe aux oubliettes, ou bref, on fait tout pour que ce soit... que ça tombe aux oubliettes. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce court-métrage et laisser une teinte de réalisme là-dessus. Voilà. Je sais que ton court-métrage réserve quelques surprises, mais on va pas spoiler. Non, spoil pas. J'aime pas ça là. Ah non. Déjà quand on spoil sur Game of Thrones, je vais tuer la personne. Non, ça, faut pas spoiler. On sait que tu combats les clichés liés à la banlieue avec ce nouveau film dont le décor est la banlieue, et qui parle des relations humaines en banlieue, notamment entre la police et les jeunes. Est-ce que tu n'as pas peur d'y tomber? Non, complètement pas, parce que pour moi c'est pas juste, je dresse un portrait magnifique de la ville de Grigny et il n'y a pas de problème par la suite. C'est comme une fois je me suis fait interviewer par une journaliste de l'AFP, elle m'a dit mais monsieur Diarra, vous êtes là, vous dressez une image de Grigny, c'est fleuri, les enfants gambadent, ils jouent, où sont les voitures brûlées, où sont les émeutes? Mais écoutez, je lui ai répondu que si ça c'est mon Grigny, il est où votre problème? Il y a le Grigny des gens honnêtes, des gens dignes, des gens droits, ça aussi c'est une vérité. Tu vois, on a trop souvent montré une image véridique de Grigny qui est sa délinquance, qui est ses problèmes sociaux et tout ce qui va avec. Mais il y a aussi d'autres facettes de la ville de Grigny. Il y a un Grigny joyeux, il y a un Grigny débrouillard, comme on n'a pas arrêté de le dire. Voilà, moi c'est un mix de tout ça en fait. Mais tu ne dis pas que tu es entre deux feux quelque part. Parce que quand tu parles de la banlieue, on pourrait te le reprocher. Et si jamais tu n'en parles pas, on pourrait te reprocher de tomber dans les clichés. Non, je pense pas. Comment tu peux trouver un juste milieu? C'est-à-dire en parlant de toutes les facettes. Pour saisir l'entièreté de quelque chose, il faut parler de tous ses côtés, et puis après on émet un jugement ou un avis dessus en fait. C'est-à-dire, moi la plupart de mes thèmes se passent en banlieue. En tout cas, ma muse, c'est la banlieue. Il y a ça en banlieue, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien. Il faut que je dresse un portrait positif et un portrait négatif, et puis après on émet un avis par la suite. Mais on ne pourra pas comprendre et on pourra dire que mon jugement ou les thèmes que je traite sont manichéens si je mets que un côté, une facette de Grigny en fait, c'est-à-dire un Grigny joyeux totalement ou un Grigny totalement criminogène et tout ce qui va avec. Non, je cache rien du tout, et c'est ça la vérité en fait. Tu sais que la police c'est le bras armé de l'État. Yes. Est-ce que tu as mesuré les risques de traiter d'un tel sujet? Moi complètement, et plusieurs personnes m'ont dit Jiggy c'est un peu chaud, tu fais un sujet sur les bavures policières, bon toi tu appelles ça les crimes policiers, mais c'est un peu compliqué, la police, et moi ce que je leur réponds aux gens, c'est que moi je me considère comme un artiste, et un artiste il se doit d'être en phase avec son temps. Moi j'assiste, depuis un certain moment je suis aux premières loges d'une injustice, de choses qui ne vont pas. En tant qu'artiste, c'est à moi de prendre les devants, avec d'autres personnes aussi, je sais pas, mais avec d'autres personnes, de prendre les devants pour parler de cette injustice et qu'elle s'étende à un grand ensemble en fait, que les gens soient au courant de ce qui se passe en fait. Voilà ce que je leur réponds. Parce que c'est vrai que la police c'est un sujet sensible, parce que t'as pas peur de te faire griller, notamment dans le monde du cinéma. Parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient se désengager de travailler avec toi, qui pourraient dire ah il a fait un film sur la police. Voilà.
Peut-être qu'il est rentré un petit peu trop dans le vif du sujet parce que j'aime bien un peu les choses lisses. Moi, j'ai pas cherché le buzz ou faire sensation ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment un élan limite de citoyenneté, limite d'humanisme. Pourquoi j'ai fait ce film. Et je pense vraiment que même s'il y a des gens qui voudront me fermer les portes ou quoi que ce soit, le fait de rester vrai, le fait de rester authentique, le fait de rester soi-même, je ne cherche à copier personne ou être personne, mais seulement Djara Djigui et de Grigny, je pense que les choses viendront à moi quoi qu'il arrive. Parce que voilà, je trouve que je suis quelqu'un de bosseur, je m'entoure de personnes qui bossent également plus que moi. 5 fois, 4 fois, 6 fois plus que moi. Donc je pense en ayant cette éthique de travail, en restant vrai et en restant passionné, parce que c'est ça, il faut rester passionné, je pense que les choses viendront à moi et j'arriverai à avoir des points d'accroche par-ci par-là. Vraiment, ça m'inquiète pas. Djigui, certains pourraient te reprocher de faire du buzz sur le thème des violences policières. Un thème qui, on va dire, symbolise un petit peu le bilan de l'année dernière et de cette année. Ouais. On sait que la famille Traoré une telle visibilité qu'elle en a sorti un livre, carrément. Ouais. Qu'as-tu à répondre à ceux qui te reprocheraient de faire du buzz sur ce thème? Encore une fois, moi je répondrai à ces personnes que ça serait bizarre de ma part de vouloir faire du buzz sur la mort de personnes, des miens, et sur des sujets aussi sensibles. Premièrement. Deuxièmement, moi je suis un artiste. Un artiste, il faut qu'il soit utile pour les siens, mais pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, un artiste, il se doit d'être en phase avec son temps. Donc moi, les thèmes que j'aborde, je fais en sorte que ce soit utile pour un grand nombre de personnes en fait. Et le fait de dénoncer ça, le fait de faire un constat aussi alarmant, je sais que ça va servir à beaucoup de personnes. Et encore une fois, moi, j'ai abordé ce thème. Pourquoi? Parce que je sais qu'il n'y a pas de fantasme, c'est réaliste. Et voilà, il n'y a aucun. J'ai pas envie de chercher de buzz ou quoi que ce soit là-dedans. C'est juste un constat. Il est gris, il est amer. Et je pense qu'il va être utile pour beaucoup de personnes en fait. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire sur ce sujet-là et pas autre chose. Et encore une fois, moi qui ai côtoyé la police plus qu'il ne le fallait, je suis l'un des plus légitimes pour en parler, tout simplement. Comme on le disait tout à l'heure, à ta présentation, tu as fait des études de journalisme et d'ailleurs tu as repris tes études. Tu en as ta 4e année. Donc, en même temps, tu es en train de lancer une carrière dans le cinéma. Alors, en même temps, tu es dans des études. C'est quoi? Les études, c'est ta soupape de sécurité. Explique-moi un petit peu ton concept. En gros, moi, ce que je souhaite, c'est officier en tant que journaliste et à côté pouvoir faire mes films, que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur. En fait, les deux domaines, pour moi, ils sont pas hors sujet parce que pour moi, c'est la même continuité, c'est-à-dire on raconte des histoires. C'est pas le même format, c'est pas la même chose, mais en tout cas, on raconte des histoires. Le journalisme me permet de rester en phase avec mon temps, sur les sujets, les thèmes, d'éveiller ma curiosité. Et puis après, avec le cinéma, je veux comprendre, je sais pas, par exemple, j'ai entendu un thème sur la botanique ou je sais pas quoi, je prends ce thème-là et j'essaie de faire quelque chose par le biais du cinéma. Donc ça veut dire raconter une histoire, mais aussi par la suite en fait. Donc voilà, pour moi c'est la même continuité, c'est pas hors sujet. Je veux raconter une histoire. Moi je suis un peu un griot refoulé, tu vois. Moi je suis de la caste des nobles, tout ça. Mais j'ai toujours aimé raconter des histoires, ça. Donc je suis un peu un griot refoulé. T'es un noble et à côté, je suis un bambara, mon noble, guerrier façon là. Mais j'ai toujours été fasciné par ces personnes-là qui appartiennent à la caste des griots, raconter des histoires, etc. Ça m'a influencé d'une certaine manière, je pense, tu vois. Donc moi aussi, je raconte des histoires. Voilà, un petit conteur, pas de leur niveau, tu vois, mais voilà. On pourra te qualifier de journaliste, acteur, multicasquette, il est partout. Guerrier bambara dingue voilà. Et boxeur à 16 heures. Voilà, les qualificatifs vont pas s'arrêter, tu vois. Tu peux me définir comme quelqu'un qui veut, si je veux faire quelque chose, je vais toucher cette chose par tous les prismes possibles, rien va m'arrêter en fait, tu vois. Si ça m'intéresse, ben j'y vais. Voilà, j'attends pas qu'on me donne l'aval ou qu'on me dise t'as les qualités ou les trucs pour le faire, non, ça. Si j'estime que c'est bon, si j'estime que justement j'ai l'étoffe pour faire telle ou telle chose, c'est-à-dire le journalisme et le cinéma, je le fais. J'ai trop perdu de temps à écouter des gens, on m'a trop fait douter, on a trop voulu me faire perdre ma confiance, je l'ai retrouvé, je l'ai boosté.
je la distille un peu partout, auprès des miens aussi, et puis moi je fais mes affaires. Voilà. On peut dire que l'origine de tout ça, c'est la mentalité grinoise. Exactement, la mentalité grinoise, africaine aussi, que mes parents m'ont inculqué, mais c'est vrai que Grigny, c'est ça, c'est... N'oublions pas, Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. Exactement, exactement. Ça a Donc, forgé des obligé. mentalités, des guerriers, quoi. À un moment donné, c'est pas question d'être le plus fort ou je sais pas quoi, mais c'est une question de mental. Et dans le domaine dans lequel j'ai envie d'officier, le journalisme et le cinéma, c'est facile d'entrer. Mais d'y rester, c'est plus compliqué. Faut être constant en fait. Donc si t'as pas un mental, c'est compliqué. Après, moi, ça a été facilité par ces années de boxe, etc., etc. Mais c'est vraiment une question de mental. Et à Grigny ici, c'est pour ça que je suis très fier et très content d'être né ici, d'avoir grandi ici, parce que je pense que si je sais pas, j'aurais vécu autre part, je pense pas que ça aurait été un mental de cette intensité en fait. Vraiment, je pense pas. Concernant le film Malgré eux, Yes. comme je t'ai dit, bon, pour Nato pour elle, tu as eu des désistements. Et pour Malgré eux aussi, tu as eu des désagréments. J'ai eu des désistements qui ont été très vite remplis par justement les habitants de Tu avais Grigny. un premier producteur Ouais. pour Malgré eux qui s'est désisté pour des raisons concernant le traitement du sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Il a mis fin à notre collaboration de longue date, je pense pour des différences de vision en fait. Voilà, je peux comprendre que c'est un sujet très rebutant, c'est-à-dire tout ce qui est de parler des crimes policiers, etc. C'est quelque chose de très rebutant. Donc moi, la manière dont je voulais l'aborder, c'était, je voulais faire une œuvre de qualité à portée sociale et politique, non consensuelle en fait. C'est-à-dire vraiment les choses que je connais et de rien trafiquer ou quoi que ce soit, vraiment de raconter les choses telles qu'elles sont en fait. Et tu penses que lui, il voulait quelque chose de un petit peu plus lisse et moins rentre dedans? Un peu plus comme ce qu'on a l'habitude. Je ne veux pas citer de film ou quoi que ce soit, voilà, mais un peu plus comme ce qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire ne pas prendre parti vraiment, raconter une histoire comme ça. En fait, peut-être on suit un personnage en train d'errer dans les rues et on le filme, c'est tout. Non, moi, il y a vraiment, je prends position. On doit dénoncer ces crimes. On doit dénoncer ces actes, il y a des morts dans ces histoires, donc il faut qu'il y ait la justice. Et moi je parle de ça en fait. Et la manière peut-être dont j'abordais le sujet ne nous plaisait pas complètement en fait. Tu ne dis pas qu'il avait peut-être peur de se faire griller pour... parce que on sait, comme je t'ai dit, hein, la police, rare armée de l'État... Griller pourquoi parce que tu décides parce que c'est un sujet délicat. Ouais, mais parce que tu décides d'aborder lui, il s'est affilié avec moi, pourquoi? Parce qu'on a à peu près la même sensibilité. C'est-à-dire on est très friand de tout ce qui est des combats, de prôner certains principes, certaines valeurs, etc. etc. Pourquoi tu aurais peur de te faire griller si tu pars d'une démarche de solidarité, d'humanisme, de vérité? Pourquoi tu aurais peur en fait de te faire griller? Les choses viendront à toi quoi qu'il arrive si tu bosses, si tu restes vrai et authentique. Il n'y a pas de peur à avoir. Parce que jusqu'à présent, personne n'a créé d'œuvre qui parle réellement des violences policières, mais vraiment dans le cru, avec la perception des gens issus de quartier. Ouais, là j'essaie de m'en souvenir. J'ai pas d'exemple là. J'ai pas d'exemple là. Peut-être fallait qu'il y en ait un qui le fasse. Si c'était pas moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais moi je regrette pas d'avoir abordé ce thème comme ça. Je suis pas un con, j'appelle pas au meurtre des policiers. Vous voyez un policier, vous le tuez ou quoi que ce soit. Et je rejette pas totalement la faute aussi que sur les policiers. Je dresse un portrait où on voit leur style de vie, il est un peu compliqué, ils émettent du stress, etc. etc. Les jeunes aussi en fait. C'est un monde gris que je mets en avant, mais le constat il est que quand il y a une bavure policière, quand il y a des crimes policiers, tout est fait pour que l'histoire tombe aux oubliettes et ça c'est pas normal. Il y a une justice à deux vitesses et ça c'est pas normal. Donc j'ai essayé de le dire à ma manière. Voilà. Et il y a des morts dans l'histoire, donc au bout d'un moment il faut que la justice soit rendue. Voilà. Parce que n'oublions pas que les Adama Traoré, les Lamine Dieng, les Théo, les Terence et Roland, c'est des enfants qui sont nés en France. Il faut leur rendre justice. Parce qu'en cachant, en ne rendant pas justice, c'est comme si la France tuait d'une certaine manière ses propres enfants. Quoi. On est leurs enfants, quoi qu'il arrive. On arrive à la fin de notre entretien. Yes. Récemment, il y a eu un drame sur Grigny. On ne va pas revenir dessus. Mais est-ce que tu as un mot à transmettre à la famille Simon? Ce que je peux leur
faire passer comme mot, c'est voilà, c'est banal, mais en tout cas, qu'ils soient courageux, comme ils l'ont toujours été, qu'ils soutiennent leur maman, parce que ça a été un vrai coup dur pour elle de perdre 2 fils d'affilée comme ça, mais que ce soit pour la... En fait, c'est un mot pour la famille Sylla, mais aussi pour les habitants de Grigny, parce que ça nous a tous abattus en fait. Rarement on a atteint un niveau de barbarie comme ça. Donc vraiment, les habitants de Grigny, je vous demande d'être solidaires, de rester solidaires, comme vous l'avez été les quelques instants ou les quelques jours après la mort de Modji et Samba, vraiment de rester solidaires et qu'on essaye de mettre nos animosités à côté et essayer de construire quelque chose de positif par la suite. C'est que comme ça qu'on pourra voir le bout du tunnel, vraiment. Voilà. Sur ces paroles, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et à très vite. Yes. Dis-nous les choses. Merci à vous.